Alors, question toujours sur la QPCR, question du chat. Vous pouvez continuer d'ailleurs à poser vos questions, à les écrire et moi je les lirai. On nous dit, en QPCR, on sait donc déjà ce que l'on recherche. Et si ce n'est pas le cas? Alors, si on veut étudier... Alors, il y a deux aspects, c'est-à-dire si on veut faire juste de la quantification de grands taxons, par exemple type bactéries, moisissures, effectivement, là, on sait déjà ce qu'on va chercher, on peut pouvoir cibler des grandes catégories, c'est pas forcément un problème. Par contre, si on veut, par exemple, identifier un pathogène pour lequel on n'aurait pas mis nos amorces, on va dire, spécifiquement contre ce pathogène, effectivement, la QPCR ne va pas permettre de répondre à cette question. Et donc pour ça, ça va plutôt être sur les approches de séquençage haut débit, où en fait on va capturer donc, tout l'ADN qui est présent dans notre échantillon, et on va séquencer et on va voir quelles sont les espèces qui sont présentes. Mais ce n'est pas tout à fait la même démarche et pas le même coût non plus. Alexandra Pedros, le test LAL, c'est celui qui utilisait la limule, hein, c'est Oui. ça le test LAL, est réactif à toutes les endotoxines? C'est une question. Est-ce que c'est relatif à la nature des endotoxines? Oui, en fait, le sang de la limule, en fait, la limule a un système immunitaire des plus basiques. Hein. C'est vrai que c'est un animal qui est très ancien. Et donc, en fait, la limule, donc le sang de la limule, en présence d'endotoxines, en fait, fabrique donc un composé pour lutter contre les endotoxines. C'est comme ça que le réactif a été fabriqué. Donc, effectivement, en présence d'endotoxines, ce réactif donc va réagir. C'est ce réactif qu'on appelle le LISA. Il va y avoir une réaction enzymatique, donc LISA endotoxine. Donc oui, il réagit face à toutes les endotoxines. Madame Alonso, je pense que cette question est pour vous. L'identification de l'espèce majoritaire est en effet intéressante, mais est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de moisissures qui, par leur simple présence, en plus petite quantité que l'espèce majoritaire, présentent des risques non négligeables? Alors on nous donne un exemple, Stachybotrys. Alors, l'identification de l'espèce majoritaire, de toute façon, ne se fait pas forcément que par la méthode par culture. Ça peut être justement ça dépend de l'analyse. En termes il faut que si en effet l'espèce est cultivable et qu'on la voit de façon importante sur le milieu de culture, là, dans ce cas-là, on peut procéder à l'identification via ce qu'on appelle le séquençage Sanger. Donc, c'est une méthode qui permet d'avoir l'identification précise d'un micro-organisme unique. Après, si en effet l'objectif de la méthode, c'est vraiment la quantification et évaluer la concentration des micro-organismes dans l'air et pas forcément de savoir quel micro-organisme pas est responsable, mais est présent dans l'environnement. En tout cas pour la méthode par culture. Et pour le moment, pour l'évaluation de l'exposition professionnelle, il n'y a pas trop de méthodes développées pour identifier précisément un micro-organisme qui peut être dangereux. Si c'est le cas, là, il faut développer des méthodes bien précises et essayer de le cibler plus particulièrement. Vous avez été plusieurs, et je crois que vous l'avez fait, Madame Alonso, à nous parler de la base Métropole. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une base de données développée par l'INRS dans laquelle est regroupée toutes les méthodes qui permettent de mesurer les polluants, que ce soit chimiques ou biologiques. Et donc, je n'ai pas le nombre en tête, mais il y a plusieurs dizaines, voire centaines de méthodes développées et validées par l'INRS qui permettent d'étudier et de mesurer différents polluants. Donc je vous en prie, monsieur. Je me permettrai d'ajouter qu'à la base de données des méthodes, il y a un guide méthodologique qui recense tout ce qu'il faut savoir pour suivre une démarche métrologique en risque chimique. Il y a aussi des données pour les bioaérosols et on va pouvoir trouver des données très complètes sur les méthodes de prélèvement, sur la manière dont l'INRS développe ses méthodes de mesure, sur la manière d'établir une stratégie de prélèvement. Et donc, c'est complémentaire à ce que vient de dire Lise au niveau des méthodes. Et cette méthode, j'ajoute juste qu'elle est disponible sur le site de l'INRS, dans les outils et disponible, consultable directement en ligne. Alors, il y a des ressources disponibles sur la plateforme et on va vous mettre le lien vers la base Métropole dans le chat. Comme ça, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ce sera possible également. On va revenir à la méthode QPCR qui suscite beaucoup de questions. Alors, question de Damien Nova. Peut-on utiliser de la QPCR de viabilité pour les bioaérosols? A-t-on des réactifs pour bloquer l'ADN libre? Alors oui, donc il existe effectivement des méthodes qui vont permettre d'éliminer, on va dire, tous les ADN qui seraient présents et qui ne seraient pas du coup à l'intérieur des cellules vivantes pour justement séparer
l'ADN des cellules mortes, et ensuite permettre l'amplification, l'extraction, l'amplification uniquement du coup de l'ADN des cellules vivantes. Donc ça nécessite quelques étapes en plus au niveau du protocole, mais c'est des choses qui ont été développées et qui sont faisables. Question de Dominique Padovani, combinaison QPCR et RT-QPCR. Pourquoi est-ce que ce n'est pas systématique? Alors, parce que la RT-QPCR, ça va dépendre de ce qu'on veut chercher. La RT-QPCR, l'objectif, ça va être en fait de faire ce qu'on appelle une reverse transcription. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va partir de l'ARN, donc qui est le messager, on va dire, quand on a l'ADN. L'ADN est transformé en ARN et l'ARN est transformé en protéines. Et donc, l'ARN, c'est ce qui va être, on va dire, un référent de l'approche fonctionnelle de la bactérie. C'est-à-dire que quand on a de l'ARN, ça veut dire que la bactérie, elle a produit, elle a exprimé le gène en question. Cet ARN, il y a deux intérêts à le faire. Soit on va chercher justement à détecter si la bactérie elle a ou pas la fonction qu'on recherche, là par exemple la production d'une toxine ou autre, mais ce n'est pas forcément le cas. Des fois on peut juste se dire qu'on a besoin de la détection du pathogène en lui-même et on n'a pas besoin de rajouter cette étape-là. Et la RT-QPCR, elle est aussi utile par exemple si on recherche des virus, puisque les virus ils peuvent être soit ADN soit ARN, mais du coup on a certains virus à ARN qui ne peuvent pas être, qui ont besoin en tout cas d'avoir cette reverse transcriptase pour pouvoir après, cette RT-QPCR, pour pouvoir après être détecté et quantifié. Madame Alonso, vous nous avez parlé de bactéries, de moisissures, de levures. On ne cultive pas les virus? Alors, pas avec les milieux de culture classiques qu'on utilise. Il faut passer par une méthode de culture cellulaire puisqu'un virus a besoin d'un hôte pour se développer. Et donc, cela nécessite une méthode bien plus spécifique avec des cellules humaines, des lignées. Et donc, les virus grandissent dans cet environnement. Et c'est un équipement bien particulier puisque il faut que ce soit hyper strict et propre pour pas que justement les micro-organismes, bactéries ou moisissures polluent cet environnement et empêchent la croissance de virus. Et donc du coup, nous en tout cas à l'INRS, on n'est pas équipés pour ce type de dispositif et donc on n'étudie pas les virus en tant que tels. Par contre, on étudie ce qu'on appelle les bactériophages. Donc ce sont des virus de bactéries qui pour le coup sont plus faciles à étudier. Xavier Simon, vous nous avez expliqué dans votre présentation que les prélèvements de bioaérosols doivent être représentatifs de, alors si j'ai bien entendu, la fraction inhalable. Quand on parle de risque chimique, on parle plutôt de fraction thoracique, fraction alvéolaire. Alors est-ce qu'on n'utilise pas du tout ça dans les bioaérosols? Est-ce qu'il faut quelque chose de spécifique? Alors, on utilise, dans le risque chimique, on utilise bien les trois, inhalable, thoracique, alvéolaire, en fonction de la substance chimique ou et donc du coup de la valeur limite d'exposition professionnelle auquel on veut se référer. Et en effet, les trois fractions sont habituellement utilisées en fonction des polluants pour l'approche risque chimique, pour l'approche risque biologique, pour lequel on a peut-être aussi un déficit de connaissances sur les endroits au niveau qui vont réagir dans l'arbre respiratoire. Par consensus international, on va exclusivement utiliser la fraction de particules la plus conséquente, donc tout ce qui va pouvoir être aspiré par le nez et par la bouche. Et donc on s'intéresse finalement à la fraction la plus globale de ce qui peut être inhalé. On trouve quand même des articles scientifiques qui s'intéressent au prélèvement des fractions thoraciques et alvéolaires. Donc on suit ça de très près et dès lors qu'il y aura des données toxicologiques un petit peu plus précises, on pourra également développer des méthodes suivant d'autres fractions d'intérêt. Pour le cultivable, vous nous avez dit que les conditions de transport étaient assez drastiques. Je crois que c'était 4 degrés, c'est ça? C'est ça. Nécessaire. Ça se passe comment concrètement et est-ce que c'est faisable facilement? Alors Alexandra en a un petit peu parlé, je peux repréciser. En effet, ça nécessite toute une logistique. Notamment au minimum l'emploi d'une glacière réfrigérée, donc qu'on va pouvoir dans l'entreprise mettre sur secteur, dans la voiture lorsqu'on va rentrer au laboratoire sur l'allume-cigare. Généralement, on prend la précaution de mettre des sondes de température à l'intérieur de cette glacière, des sortes de mouchards qui vont nous indiquer si tout s'est bien déroulé en termes de suivi et de transport. Et si on n'a pas la possibilité de faire ce transport par nous-mêmes, il faut affréter un transporteur un petit peu spécialisé et bien lui donner les consignes que l'on souhaite respecter.
pour que lui-même assure au cours de ce transport le maintien à la bonne température, donc souvent réfrigéré à 4 degrés, les échantillons pour les garder de manière précieuse et qu'ils arrivent au laboratoire dans les meilleures conditions. Alors si on ne respecte pas ces conditions, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir une mortalité qui va conduire à des sous-estimations des niveaux de concentration, ou alors dans certains cas, en fonction de la richesse de l'environnement qu'on a prélevé, il peut y avoir une prolifération qui va conduire à des surestimations, donc il faut faire attention à ça. Une dernière question pour vous, Madame Pedros, question de Patricia Dumay. Quel a été le résultat, présence type particulier, des mesures d'endotoxines concernant la start-up de recyclage? C'était l'exemple de fin. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Dumay. Donc des endotoxines, on en trouve quasiment partout. Pour cette activité-là de recyclage de travail, dont les résultats n'étaient pas très élevés. Donc on n'a pas encore vraiment de valeur. On a une valeur guide pour l'instant pour les endotoxines, donc on était en dessous des valeurs. Merci Madame Pedros, merci Madame Alonso, merci Monsieur Simons et merci Monsieur Simon. On pourra bien évidemment télécharger vos présentations sur la plateforme.